Démission du Premier ministre et du gouvernement de Côte d'Ivoire ce mercredi. Une démission acceptée par Alassane Dramane Ouattara, le président ivoirien. Au Burundi, aucun membre du gouvernement n'a effectué le déplacement d'Arusha. Conséquence, la reprise annoncée des discussions entre le pouvoir et l'opposition burundaise n'est point effective. Parfait Onanga Anyanga promet des sanctions fortes contre les responsables dans les nouvelles allégations d'abus sexuels commis par des casques bleus et des forces internationales. C'est un plaisir de vous retrouver à toutes et à tous. Bonsoir. En Côte d'Ivoire, le Premier ministre Daniel Kabla-Duncan et son gouvernement ont démissionné mercredi pour permettre au président Alassane Dramane Ouattara, réélu en octobre, de relancer son action qu'il veut plus efficace. Leur démission a été acceptée par le président ivoirien. Les détails. Le Premier ministre ivoirien Daniel Kabla-Duncan et son gouvernement ont présenté mercredi leur démission au président Alassane Ouattara avant le début de ce qui devait être le premier conseil des ministres de l'année. Cette décision devant permettre au président ivoirien, réélu pour un second mandat en octobre, de relancer son action qu'il veut plus efficace, intervient alors qu'un remaniement gouvernemental était attendu depuis plusieurs semaines. À l'entame de votre second mandat, je voudrais, comme veut la tradition, vous présenter ma démission en qualité de Premier ministre, ministre de l'économie, des finances et du budget, nommé le 21 novembre 2012, ainsi que la démission du gouvernement formé le 22 novembre 2012. Prenant acte de leur décision, le président Alassane Ouattara a félicité le Premier ministre sortant pour sa compétence, son leadership et son action à la tête du gouvernement et les autres membres du gouvernement pour la bonne conduite des affaires de l'État qui ont permis le plébiscite de l'élection présidentielle où il a obtenu plus de 83% des voix. À l'en croire, le nouveau gouvernement devra s'atteler à la construction d'une Côte d'Ivoire nouvelle. Monsieur le Premier ministre, les élections sont à présent terminées. Nous entamons un nouveau mandat qui doit, comme vous l'avez indiqué, marquer un nouveau départ dans la conduite des actions de l'État. À cet égard et conformément aux us et coutumes, vous venez, Monsieur le Premier ministre, de me remettre votre démission ainsi que celle du gouvernement. J'en prends acte. La mise en place du nouveau gouvernement aura pour objectif une plus grande cohérence ou plus d'efficacité dans l'action gouvernementale. Il reste à savoir si le président Ouattara reprendra le même Premier ministre ou nommera un homme nouveau pour diriger les affaires. Mais il avait en même temps confié à plusieurs reprises vouloir rajeunir l'équipe gouvernementale et y intégrer plus de femmes. Et il faut dire que le Premier ministre ivoirien Daniel Kabla-Duncan, qui avait présenté sa démission ainsi que celle de son gouvernement mercredi matin, a été reconduit à son poste dans la soirée par le président Alassane Ouattara, réélu en octobre, qui veut plus d'efficacité pour son deuxième mandat. Ce faisant, le président ivoirien a chargé Daniel Kabla-Duncan de lui proposer dans les meilleurs délais un nouveau gouvernement de sources proches de la présidence. Ce gouvernement rajeuni et avec plus de femmes devrait être dévoilé en début de semaine prochaine. Il faut dire que ce remaniement gouvernemental était attendu depuis plusieurs semaines en Côte d'Ivoire, qui a récemment retrouvé sa place de premier producteur mondial de cacao et de poids lourd économique d'Afrique de l'Ouest après une décennie de troubles. Les têtes couronnées du Bénin s'invitent dans le débat électoral à travers une sortie médiatique. Les rois de la région Mari ont appelé les différents acteurs impliqués dans le processus électoral à la retenue. Pour ces derniers, les passions que déchaîne ce scrutin, après, en l'occurrence, la participation du Premier ministre doit interpeller les gardiens de la tradition. C'est pourquoi ils ont invité à leur côté le géniteur du Premier ministre, Lionel Zinsou, pour soutenir leur initiative qui d'ailleurs s'étendra aux différents candidats. Nous proposons ici quelques propos à la fin de la rencontre. On est venu me demander de venir justifier l'origine de mon fils. Je l'ai fait avec d'autant plus de plaisir qu'il n'y avait rien à cacher et que tout est limpide. Les Béninois qui me coûtent doivent raison garder et savoir que la patrie est la nôtre pour tous.
l'heure de la vérité. On sait qui est Zinsou, qui est son père, qui est sa mère, etc. Et c'est plus intéressant, ce type de débat, ce type de clarification. Et après, chaque Béninois, même les analphabètes qui ne sont pas forcément des bêtes, prendront leurs décisions le moment venu. On ne peut jamais laisser le pays s'enflammer. On dit non ça. On dit non. Et nous sommes là pour, dans les meilleurs délais, réagir. Pour démontrer aux autorités politico-administratives que nous sommes les pères. Et nous sommes incontournables. Nous sommes incontournables. Que ce soit M. Adjavon, que ce soit M. Talon, que ce soit etc., que ce soit M. Zinsou en question, tout ça là. Je pense que c'est à nous de jouer notre partition pour que la paix règne au Bénin. C'est pourquoi nous sommes venus à Cotonou pour les rencontrer. On reste au Bénin où la situation sociopolitique nationale était hier au cœur d'un forum des travailleurs des secteurs publics et privés réunis au sein de la CSTB, la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin. À en croire le secrétaire général de la Confédération, la situation appelle à plus de vigilance pour éviter le pire. Paul Esseiko intervient au micro de Joël Yetondi et Juste Donrissou. Aujourd'hui, que constatons-nous? Plus rien ne va dans le pays. Toutes les couches sociales ploient sous le fardeau de la gouvernance calamiteuse et ruineuse de Yahi Boni, incapable d'apporter la moindre solution aux problèmes sans cesse croissants des travailleurs et des peuples. Yahi Boni enfonce chaque jour que Dieu a fait notre pays dans un abîme dangereux et périlleux. On le voit, l'école n'est qu'un château de cartes qui s'écroule pan par pan sous le poids des nouveaux programmes, du LMD, de l'entêtement et de l'incurie des géniteurs de ce système calamiteux et ruiné de l'esprit. Les travailleurs, quant à eux, sont soumis à la misère grandissante. Les revendications restent insatisfaites malgré les diverses protestations. Les travailleurs du port se battent contre le bradage. Exemple, la vente des quais nord. Les dockers de la Sobemap réclament de leur côté leur convention collective depuis des années, sans succès. Les travailleurs du secteur de la santé continuent de réclamer sans suite leurs différentes primes et l'amélioration du plateau technique. Rien ne va, plus rien ne va au Bénin. Des patriotes se regroupent dans le front de refus et se préparent à interdire à Yahi Boni, comme à tout son système, l'humiliation de notre pays, à l'exemple de ce qui s'est passé en 1989 avec la Convention du peuple. Au Burundi, aucun membre du gouvernement n'a effectué le déplacement d'Arusha. Conséquence, la reprise annoncée des discussions entre le pouvoir et l'opposition burundaise a été lettre morte. Aucune date n'a par ailleurs été retenue. Et opposition et pouvoir se rejettent mutuellement la responsabilité. Image et son. En signant un amendement constitutionnel qui modifie aussi le mode de scrutin de la... Sans surprise, les pourparlers visant à dénoncer la crise que traverse le Burundi n'ont pu reprendre mercredi à Arusha comme initialement prévu, après avoir réuni les deux camps fin décembre à Entebbe en Ouganda afin de relancer un dialogue bloqué depuis juillet. La médiation du président ougandais Yoweri Museveni avait annoncé une reprise des discussions le 6 janvier. Cette date avait été dénoncée par le camp du président burundais Pierre Nkurunziza qui avait expliqué qu'elle n'avait pas fait l'objet de consensus. Pour les mêmes mobiles, le gouvernement annonce qu'il n'y aura non plus de dialogue le 16 janvier. Toute chose que déplore le SNARED, la plateforme réunissant les principaux partis d'opposition en exil. Déjà reporté en juillet en raison d'une élection présidentielle contestée, timidement relancée fin décembre en Ouganda, le dialogue semble définitivement au point mort. Les deux partis restent campés sur leur position. Bujumbura refuse tout dialogue incluant le SNARED. Du côté de la plateforme, ses membres s'opposent à tout accord qui permettrait à Pierre Nkurunziza de continuer à gouverner le pays au-delà de ses deux mandats présidentiels. La balle manifestement est désormais dans le camp des médiateurs pour proposer une nouvelle échéance. Depuis décembre,
Ni l'Union africaine qui souhaitait envoyer une mission de maintien de la paix, ni l'Ouganda n'ont fait entendre leur voix. On reste au Burundi où le ministère public a requis ce mercredi devant la Cour suprême la prison à perpétuité pour les 28 militaires et policiers poursuivis pour la tentative de coup d'État militaire des 13 et 14 mai 2015 dans un cours réquisitoire. Adolphe Manirakiza, premier substitut du procureur général burundais, a requis une peine de servitude pénale à perpétuité pour tous les accusés et une peine complémentaire d'interdiction d'exercer une fonction publique pendant 20 ans parce qu'ils ont commis de graves crimes et méritent donc la plus lourde sanction prévue par les lois du pays. Les partis civils, dont l'armée et la police burundaise, le parti au pouvoir, le CNDD-FDD et la radio Rema, proche du pouvoir et détruite par les mutins lors de cette tentative de putsch, ont demandé de leur côté des dommages et intérêts de plus de 18 milliards de francs burundais, soit 10,5 millions d'euros. Mesdames, Messieurs, cette édition se poursuit. La mission des Nations Unies en Centrafrique donne de la voix. Son chef, le Gabonais Parfait Onanga Anyanga, a promis mercredi des sanctions fortes lorsque les responsabilités seront établies dans les nouvelles allégations d'abus sexuels commis par des casques bleus et des forces internationales. Reportage. Selon une annonce faite mardi soir par un porte-parole de l'ONU à New York, les victimes présumées sont 4 fillettes soumises à des abus sexuels et une exploitation sexuelle à Bangui. Elles ont été interrogées par des enquêteurs de l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Nous sommes venus dans ce pays pour aider une population qui est déjà meurtrie. Il est absolument inacceptable qu'un seul soldat du maintien de la paix soit impliqué dans ces actes horribles, s'est indigné mercredi Parfait Onanga Anyanga lors d'un point de presse à Bangui. Dans le doute, nous prenons le parti des victimes, a-t-il ajouté, assurant que les sanctions seront fortes dès que les responsabilités seront établies. L'ONU a annoncé avoir ouvert une enquête visant les casques bleus de 3 pays participant à la MINUSCA, sans préciser de quel contingent il s'agissait ni combien d'hommes étaient impliqués. Mais selon des sources à l'ONU, il s'agit de soldats du Maroc, du Gabon et d'Égypte. La MINUSCA a indiqué par ailleurs dans un communiqué mardi soir que des forces internationales à Bangui font également l'objet d'une enquête. Contacté, un officier de la force française, seule armée étrangère déployée aux côtés de la MINUSCA en Centrafrique, a affirmé n'avoir connaissance d'aucun nouveau cas impliquant la force Sangaris. L'affaire dans laquelle sont impliquées des troupes Sangaris est différente et elle est actuellement traitée à Paris, a précisé cette source en référence au récent scandale retentissant de viol d'enfants impliquant des soldats français déployés sous commandement français en République centrafricaine. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Très bonne